Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens longuement avec Gérard Brasse, philosophe, auteur d'un ouvrage capital intitulé « Faire peuple » au pluriel. Gérard Brasse, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe et vous avez en particulier enseigné au Havre, à Port-Océane et à François Ier, aussi un petit peu à l'école de management. Et je crois, pour l'anecdote, que vous avez même été le professeur de Mélisse de Kerangal. Absolument. En 1985. Et que, ce qui nous intéresse particulièrement, nous, adhérents de l'association Maison de la Culture de Havre, vous avez été au conseil d'administration de la MCH entre 1985 et 1992. C'est ça, oui. Voilà, c'était avec Charpiot. Charpiot comme président, puis Albert Perrault. Voilà. Rosweg comme directeur, puis Vandermalière. Voilà. C'est ça. Alors, vous venez de faire paraître un ouvrage qui me semble nécessaire, qui s'intitule « Faire peuple ». Peuple au pluriel. Et je dis nécessaire parce que c'est vrai que nous vivons, hélas, une période troublée où il est question souvent du peuple, de populisme, de quoi? De démocratie illibérale, d'autocratie électorale, de quoi encore? Enfin, toutes sortes de choses qui nous brouillent les idées. Et vous avez voulu définir un petit peu ce qu'est le peuple et ce qu'est dans le fond une démocratie. Alors j'aimerais bien que vous éclairiez nos auditeurs, peut-être en partant de ce titre, faire peuple au pluriel. Oui, vaste question. Exactement, mais il faut plus d'une centaine de pages. 200. 200, voilà. Oui, c'est le deuxième livre que je consacre effectivement à cette question. Et le premier était plus orienté histoire de la pensée. Celui-ci veut réfléchir à partir de l'actualité, même si les références classiques sont mobilisées parce qu'elles aident à réfléchir et à répondre à cette question. Le titre dit tout de suite quelque chose, dit tout de suite deux choses d'ailleurs. Il dit premièrement, le peuple n'est pas une donnée, dans le jargon philosophique substantielle, n'est pas une donnée qui est là, qui existe, comme une table existe, comme un arbre existe. La métaphore, l'analogie avec la table serait discutable d'ailleurs, parce que justement, le peuple est toujours le produit d'une production, d'une fabrique, qui se fait dans l'histoire. Il n'y a pas une permanence du peuple, le peuple français avec un P majuscule depuis Vercingétorix jusqu'à nous qui serait toujours identique à lui-même et qui serait là, toujours le même, avec ce côté râleur des Gaulois, etc. Bon, ça relève de la mythologie qui a été produite et reproduite depuis le 19e siècle, c'est-à-dire que c'est pas une mythologie très ancienne, produite et reproduite par la bande dessinée en particulier, évidemment. Bien sûr. La figure de l'impertinent Astérix est là pour nous réjouir. On oublie un petit peu le lourdeau Obélix. Bon. Oui. Donc, un peuple n'est pas une donnée permanente. Voilà, c'est ça. N'est pas une donnée permanente qui serait née un jour et qui resterait identique à lui-même. Il doit être fait, refait, toujours refait, et donc historiquement il évolue. Quand vous dites faire peuple, vous vous situez au niveau de moi, disons, de nous. Oui, absolument. C'est ça. Absolument. Nous, comme en tant qu'on dit, je suis de tel peuple. Je suis français, je suis du peuple français, ou je suis anglais, etc. Nous sommes, en tant que nous appartenons à un peuple, nous sommes le produit d'une fabrique qui est assez compliquée. J'essaye de démonter un petit peu les différents ateliers de cette fabrique. D'où le pluriel,
faire peuple, si on était en italien, ça s'entendrait tout de suite. Si on est en français, il faut préciser qu'on parle au pluriel. Ah oui, c'est vrai. Faire peuple au pluriel parce que dans une même société, il y a plusieurs manières d'être peuple. Alors j'utilise ce terme de manière d'être qui pour moi est important. Ce qu'il y a de réel, le réel, ce qui est donné, c'est une multitude d'humains. Il y a une multitude d'humains. Un terme que les philosophes utilisent, aiment bien utiliser, multitude, c'est-à-dire un grand nombre, tout simplement. Et des humains qui vivent ensemble. C'est ça. On peut vivre ensemble de plusieurs manières. Et donc, ce que je propose, c'est de dire que un peuple, c'est une manière d'être de la multitude. C'est une manière d'être ensemble. C'est ça. On peut être ensemble sur le mode du village, on peut être ensemble sur le mode du troupeau, on peut être ensemble sur le mode de la foule, on peut être ensemble sur le mode du peuple. Et donc il faut essayer de décrire un petit peu cette manière d'être ensemble, d'être en grand nombre. Exactement. Sur le mode du peuple. Et une manière d'être, c'est quelque chose qui est acquise, mais qui est tellement incorporée que on ne se rend plus compte Tout à fait. que c'est incorporé, on croit que c'est naturel. C'est ça, c'est intériorisé. C'est ce que les classiques appelaient une seconde nature. Voilà, c'est ça. Une seconde nature. Oui. On a l'impression d'être naturellement français et que les Anglais sont naturellement anglais, que les Allemands sont naturellement allemands. C'est vrai. Alors qu'évidemment, le même individu, s'il était placé dans notre situation, il se comporterait de façon différente. Donc c'est ça que j'essaye de dire dans cette idée de manière d'être, qui est quelque chose d'important. C'est un terme qui a l'air simple, mais c'est un terme qui renvoie dans l'histoire de la philo comme concept à quelque chose d'assez intéressant. C'est que, par exemple, on a appris à marcher. C'est une manière d'être des bipèdes que vous nous dégagez trois sens, dans le fond, Trois manières peuple, d'être. trois manières d'être. Alors, faire pays, c'est ça. C'est-à-dire territoire, vous parlez du paysan. Absolument. Ça serait la première acception. La deuxième, ça serait l'expérience du citoyen. Absolument. Avec ses représentants, l'invention du Parlement. Et la troisième acception, ce serait le peuple de la rue. Absolument. Qui se distinguerait d'ailleurs de la foule. Qui se distingue de la foule. Oui, tout à fait. Alors peut-être on pourrait revenir sur ces trois manières. Trois manières qui dans la réalité, là, analytiquement, je les distingue. Ça ne donne pas trois groupes. Non. Dans la réalité, ça donne un tissage. Bien sûr. Assez complexe, et chaque société et chaque moment va voir le tissage se nouer de façon différente. Mais pour l'analyse et pour la clarté des choses, c'est utile de les étaler, de les mettre à plat comme s'ils étaient séparés, alors bien sûr qu'ils ne le sont pas. La première manière d'être, d'ailleurs, quand on y réfléchit, je suis quoi? Je suis français, je suis du peuple français, ou je suis allemand, ou je suis algérien. C'est une manière, un peuple, c'est une manière pour une multitude d'habiter ensemble un territoire, d'habiter ensemble, je préfère dire un pays, de faire pays ensemble. C'est-à-dire de se donner des valeurs communes, de se donner des règles communes assez faibles, mais des normes de conduite, plutôt que des règles, des normes de conduite, de s'inscrire dans la terre, de cultiver la terre, premier mode de culture, on cultive la terre et on cultive l'esprit, et d'avoir une langue commune, et quand on n'en a pas qu'une, d'articuler, je pense aux Suisses ou aux Belges, d'articuler ces langues de façon différente. C'est une manière de faire nation. Alors il faut faire très attention, parce que faire nation, faire pays, ça peut vouloir dire deux choses. Oui. Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire quelque chose de très conservateur, au fond. Mais c'est ça, c'est-à-dire nous contre eux. Voilà, c'est le sang, les autres. c'est le sang qui fait. Voilà. On a un sang commun, c'est cet imaginaire
cet imaginaire archaïque du sang. Les qualités inhérentes aux individus se transmettent par le sang, et donc un pays c'est comme une famille, et tout ça. Alors il y a la forme moderne qui a l'air scientifique et qui dit c'est l'ADN, qui est un usage complètement à contresens du concept d'ADN. Et cette idée que au fond une nation elle est originée dans la nature, ce que le mot latin veut dire, l'étymologie latine veut dire, une nation elle est originée dans la nature, et que c'est la nature des gens qui fait qu'ils sont français et qu'ils doivent se protéger contre les étrangers, qu'ils doivent se protéger contre les autres, et qu'il faut garder, alors si on utilise un gros mot, la race pure. C'est ça, voilà. On passe très vite, on glisse très vite de cette idée à l'idée d'une race pure. Oui, oui. Mais l'idée de nation, au fond, elle a été transformée par les modernes. Elle a été transformée par les modernes, en particulier en France par quelqu'un qui a joué un rôle important lors de la Révolution, qui est Sieyès. Oui. Qui écrit son fameux pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Et on s'aperçoit que Sieyès parle beaucoup plus de la nation que du peuple. Et il parle beaucoup plus de la nation parce qu'il reprend ce terme vieux à la monarchie pour le transformer et dire la nation, en réalité, c'est une société d'individus. Ce n'est pas une société d'ordre où vous naissez noble ou bien roturier. Bien sûr. Et puis l'avenir fait que éventuellement vous deveniez membre du clergé. D'accord. 3 ordres qui structurent la société et qu'il ne faut surtout pas toucher parce que c'est un édifice comme une cathédrale. Oui. Mais c'est une société d'individus et les individus ont le droit d'être mobiles, d'accéder à tous les postes. Ils ont le droit à tous les postes. Par nature, tous les individus ont les mêmes droits et ont le droit d'accéder à tous les postes. Et ça, les ethnologues du XXe siècle ont beaucoup travaillé cette idée-là. La société moderne, c'est une société d'individus divisée en classes. Autre chose serait, on y reviendra sans doute, la théorie de la lutte des classes, mais une société divisée en classes, et entre les classes, contrairement à ce qui se passe dans les ordres, entre les classes, il y a une mobilité promise. Promise. La promesse n'est pas toujours tenue, loin s'en faut. Mais enfin, pensons à des figures comme celle de Jean-Jacques Rousseau, par exemple. Fils d'horloger qui devient philosophe. Pensons à la figure de Julia Sorel, qui est aussi une grande figure de mobilité sociale. Le 19e va montrer comme ça une série de figures d'hommes qui passent d'une classe à une autre, qui sont des... on dirait transclasse aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça, au fond, qui va constituer la nation, État-nation, au XIXe siècle. Oui, ça c'est la première exception du pays. C'est la première exception du pays. C'est la première exception. Est-ce qu'on peut penser aussi à faire pays de Chamoiseau ? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est deuxième manière de faire pays. Faire pays à partir de cette expérience de la mobilité sociale possible, de droit. Chamoiseau reprend ce terme de pays de façon très forte, je trouve, en disant, alors sur un mode cosmopolite, faire pays sur un mode cosmopolite, c'est un peu ça, ce que pense Chamoiseau sur le mode de la créolisation, qui est un fait pour Chamoiseau, qui n'est pas un programme. La réalité du monde, c'est les échanges, la circulation des hommes, des idées, les échanges, et le tissage, le métissage des pratiques, le métissage des cultures. Et ce que dit Chamoiseau de façon forte, c'est que il faut faire attention, ce métissage des cultures, ce n'est pas cette espèce d'abstraction vide d'une culture mondiale hors sol. Non. Au contraire, il faut travailler la langue, il faut travailler la richesse de la langue, il faut voir comment les langues se mélangent. Et il y a chez Chamoiseau une manière de dire que la première façon de faire pays, si j'ai bien compris, c'est de se constituer une langue dans laquelle on puisse développer les échanges et dans laquelle on puisse développer les échanges avec le monde
pas avec le globe, mais avec le monde, c'est-à-dire constituer un monde dans lequel la multiplicité des cultures puisse dialoguer, puisse s'enrichir mutuellement. Oui, donc effectivement, faire pays, c'est un mot qui est, dans ce sens-là, positif. Absolument positif. Voilà. Et qui dit quelque chose un peu, c'est que pour faire peuple, il faut se donner un imaginaire commun. Voilà. C'est un peu le plan de l'imaginaire. D'accord. Ce qui se passe avec le pays, c'est un peu le plan de l'imaginaire, non pas celui du réel, mais celui de l'imaginaire. Mais l'imaginaire, c'est pas le contraire de la réalité. L'imaginaire, c'est une réalité qu'on habite. C'est ce qui fait qu'on se plaît ici, qu'on se plaît moins là, qu'on rêve dans une langue, qu'on pense dans une langue. Alors, la deuxième manière d'être, c'est le citoyen. Alors, la deuxième manière d'être, c'est celle qui est donnée par l'expérience du citoyen. C'est ça. Tout à fait. Cette expérience du citoyen qui est neuve. Mon propos veut se tenir à la modernité, aujourd'hui. Et je donne une profondeur dans la modernité. Je ne cherche pas à faire une théorie du peuple qui remonterait à Athènes, 5e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Non. Ce serait trop ambitieux, je ne m'en sens pas la capacité. Mais l'expérience de la citoyenneté, c'est une expérience qui s'invente avec les révolutions du 18e, révolution anglaise, révolution américaine, révolution française, qui va se généraliser au 19e siècle. Où la question qui est posée, c'est celle de la légitimité du détenteur d'une souveraineté sur le pays, d'une souveraineté nationale. Oui. Qui est légitime à détenir cette souveraineté? La réponse, pour être schématique, évidemment c'est beaucoup plus long et compliqué, mais pour être schématique, la réponse simple qui est apportée à la fin du XVIIIe siècle, c'est de dire que le souverain est légitime à exercer la souveraineté, ou le détenteur de la souveraineté est légitime à l'exercer dès lors qu'il est le représentant du peuple. C'est ça. Et c'est donc cette invention moderne, alors, elle a ses antécédents chez les féodaux, mais c'est cette invention moderne d'un pouvoir représentatif. C'est ça, avec le Parlement. Avec le Parlement. Oui. Il y a une inquiétude à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, chez un certain nombre de révolutionnaires, et on le voit tout de suite parce que l'un des premiers gestes de la Constituante, c'est d'instaurer un suffrage censitaire. Oui, il y a une inquiétude du peuple, il y a une inquiétude de la plèbe. Ouh là là, attention, le régime populaire, c'est toujours un désastre, c'est toujours une catastrophe. Oui. Et donc, on prend des distances avec le régime populaire. Le terme de démocratie n'a pas bonne presse en 1789, pas du tout. C'est celui de République qui s'avance. Et puis le 19e siècle va produire une sorte de conjonction entre République et démocratie, République démocratique. Ce qui n'était pas du tout, pour un homme du XVIIIe siècle, dans la langue République démocratique, c'est presque un oxymore. Ah oui. Et donc on va associer ces deux termes de République démocratique, et le point d'association, le mode d'association, c'est le pouvoir représentatif, le gouvernement représentatif. Celui qui gouverne a le droit de gouverner parce qu'il représente le peuple. Mais c'est parce qu'aussi on invente le suffrage universel. Alors le suffrage universel, on l'invente tout doucement. Tout doucement, puisque dès la Constituante de 89, le suffrage est censitaire, malgré l'opposition de quelqu'un comme Robespierre, il est minoritaire. Et puis il faut payer un marc d'argent, d'impôts, non seulement payer l'impôt, mais une somme relativement importante. Je ne me souviens plus ce que représente un marc d'argent, mais ça représente déjà une bonne somme d'impôts. Donc le suffrage est tout de suite limité. On invente cette monstruosité qui s'appelle le citoyen passif. Le citoyen actif, c'est celui qui a le droit de vote. Le citoyen passif, c'est celui qui est citoyen, mais qui n'a pas le droit de vote. Toutes les citoyennes sont passives. Toutes les citoyennes sont passives jusqu'à 1945 en France. Il y a un des pays qui accorde le droit de vote aux femmes, un des derniers pays modernes qui accorde le droit de vote aux femmes. Le suffrage universel masculin ne va intervenir qu'en 1848, après la Révolution de 1848. C'est ça.
Et donc, progressivement, effectivement, les habitants d'un pays vont faire cette expérience d'être consultés de temps en temps. Voilà. On leur demande, non pas leur avis, mais on leur demande à qui déléguer leur pouvoir. Oui. Et ça crée des discussions politiques. Et ça forme le citoyen, ça constitue une expérience qui consiste à dire, après tout, on est un tout petit atome, mais l'addition des petits atomes, ça fait une opinion, ça fait un avis, ça compte. Alors on pourrait peut-être à ce moment-là évoquer l'invention de l'école. Oui. Parce que c'est un petit peu dans ce contexte, former un citoyen, éduquer un citoyen. La question vient assez vite. Il va falloir encore 50 ans pour que l'école devienne obligatoire. Oui. Mais la question vient assez vite. C'était un des arguments qui était opposé au droit de vote de tout le monde, au droit de vote des pauvres. Les pauvres, on disait, ils n'engagent rien, ils n'engagent pas de fortune, puisqu'ils n'en ont pas dans la nation, donc ils ne peuvent pas prendre. C'est comme dans un syndic de copropriété. Si vous n'avez rien, vous n'avez pas le droit de vote. Donc on confondait un petit peu de choses. Et puis surtout, ils sont tellement ignorants qu'ils sont sous la coupe du Seigneur. Ils sont sous la coupe des grands. Ils n'ont pas d'instruction. Ils n'ont pas d'instruction. Et donc pour être citoyen, il faut être instruction. C'est une idée forte, une idée importante, contradictoire, mais c'est une idée très forte qui contribue à réfléchir à ce que c'est que fabrique d'un peuple. Bien sûr. Un peuple, c'est pas simplement des individus, c'est des individus qui ont été éduqués à réfléchir à l'intérêt commun, à réfléchir à ce que nous avons en commun et à la manière de le consolider, à la manière de le défendre. J'ai un collègue et ami qui a une belle formule qui dit que l'éducation nationale, c'est une éducation à la nation. Oui. C'est une éducation à la nation, c'est une éducation qui vous fait passer d'un état où, en gros, vous pensez, vous êtes déterminé par votre amour propre, vous pensez à votre intérêt particulier, pour utiliser un langage à la Rousseau, à la capacité de réfléchir au-delà du précaré, au-delà du jardin particulier, à la capacité de réfléchir à un niveau général, voire universel, qu'est-ce qui est bon pour nous, et non pas qu'est-ce qui est bon pour moi. Oui. Et alors, en même temps, évidemment, cette école, ça c'est une sorte d'idéal de l'école républicaine, et en même temps, cette école, elle forge aussi un sentiment national, voire nationaliste, prêt à se défendre contre l'envahisseur. Je vais lire un extrait de votre ouvrage à propos de l'éducation nationale, parce que donc vous posez cette question très judicieuse, ces questions judicieuses, a-t-elle pour fin, l'éducation nationale, de former un individu s'affirmant selon les choix de son libre arbitre, c'est-à-dire calculant rationnellement le meilleur possible afin de s'orienter dans une société marchande de plus en plus complexe, ou bien le membre d'un corps collectif devant respecter l'autorité, autorité de savoir comme autorité symbolique, parce qu'il a à apprendre qu'il n'est rien sans le tout dont il fait partie et se doit d'abord de bien exercer son métier, ou encore ce citoyen affecté par la fierté nationale en considération de la grandeur de l'Empire, éprouvé au regard des cartes de géographie accrochées au mur de la classe, ou ce citoyen se sachant citoyen en raison des relations de solidarité qu'il noue avec ses concitoyens, autrement dit du citoyen autonome, capable de critique, ce qui implique à la fois formation professionnelle à un métier et formation générale, l'exerçant au jugement, condition de sa mobilité sociale. Donc effectivement, vous continuez en disant les compromis entre ces quatre voies auront été relativement stables après 1945. Merci. Bon, comme j'ai été prof, j'ai conservé la règle qui veut qu'on dise en dernier ce qu'on pense vraiment. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai que on entend quelquefois...
on mythifie quelquefois l'école républicaine, l'école Troisième République, l'école de Jules Ferry. Les mythes ne sont pas toujours féconds. Et donc, je crois qu'il faut voir que dès le 19e siècle et dès Jules Ferry, cette école obligatoire, elle est le lieu et l'enjeu de conflits sociaux, idéologiques et Bien politiques sûr. que j'essaye de résumer un petit peu. Je pense que une bonne partie des réformes scolaires contemporaines vont du côté de la première hypothèse, c'est-à-dire former un consommateur. C'est ça. Former un consommateur qui sache se repérer dans la jungle des supermarchés, pour caricaturer un petit peu. J'ai été frappé de la disparition du groupe classe au profit de l'atomisation des élèves dans les réformes des dernières années, qui ont cette cohérence, me semble-t-il. L'hypothèse, c'est Henri Alleg, que j'avais entendu dans une conférence un jour dire que quand il était petit garçon à l'école primaire, il voyait la map monde avec la France en rose et puis tout l'empire colonial en rose. Et donc on apprend dans ce cas-là aux gamins que la France c'est un quart du monde et que logiquement c'est l'empire fait partie de la France. C'est une manière d'intégrer, de formater idéologiquement des gamins à une sorte d'évidence. La troisième hypothèse, c'est un souvenir d'avoir feuilleté les imageries pèlerins et les leçons de morale, d'instruction civique et de morale des BD d'imagerie pèlerins, où effectivement, comme disait ma grand-mère paysanne, chacun à sa place, les vaches seront bien gardées. Exactement. Donc on apprend l'inégalité, Voilà, on apprend aux citoyens l'inégalité, on dit que tous les citoyens ont les mêmes droits, et en même temps on apprend l'inégalité. Donc l'école, elle instruit, et en même temps elle formate possiblement un... Et elle peut effectivement ouvrir à l'esprit critique. Et quatrième hypothèse, elle ouvre à l'esprit critique. Voilà. Bon, alors, si l'on parlait de la dernière manière d'être, qui est le peuple de la rue. Alors, le peuple de la rue, je crois qu'il y a une invention moderne. Oui. Je pense qu'il y a une invention moderne. Je m'appuie sur les travaux de plusieurs historiens, Sophie Vanish, Daniel Tapachowski en particulier. Je pense qu'il y a vraiment une invention moderne qui fait que la notion de peuple change de sens assez profondément avec les modernes, même si chez Machiavel on peut trouver des antécédents. Mais il y a une invention moderne. Cette invention moderne, c'est la rue. Et cette invention moderne, c'est la rue. Alors on peut, de façon un peu imaginaire, un petit peu mythologique, mais pas complètement, dire que c'est le 14 juillet 1789, pas le 14 juillet 1790, parce que la fête nationale en réalité célèbre plutôt le 14 juillet 1790 que 1789. C'est le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille qui est le symbole de... Alors ça commence avant, parce que dès la séance inaugurale des États généraux, le peuple est là, vient voir ses représentants, vient voir les délégués aux États généraux, il assiste dans les tribunes, et on commence à avoir une presse qui se fait l'écho de ce qui se passe. Et s'il y a le 14 juillet, c'est que effectivement il y a une mobilisation populaire très large. C'est-à-dire, je vous arrête, mais c'est-à-dire vous insistez sur le fait que dans une démocratie, disons le peuple, enfin le citoyen, a un devoir d'insurrection. Absolument. De protestation, de critique, de rébellion. Absolument. Ça, c'est très important. C'est ce que soutenait déjà la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Il y a un devoir d'insurrection. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tendance, en tout cas dans les médias, me semble-t-il, à identifier démocratie et régime parlementaire. Oui. Et il n'y a pas d'identification entre démocratie et régime parlementaire. La démocratie, j'aurais tendance à dire, c'est moins un régime qu'un processus. Et ce n'est jamais un régime stable, c'est toujours une manière d'être politique ensemble, instable.
par ça. définition. En mouvement. Parce que la démocratie vient buter sur trois questions. C'est ça. La représentation. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie réellement sans représentation, sauf dans un village. Oui. Un village de D'accord. 300 habitants, on peut se passer d'élire on pourrait se passer d'élire un maire. Il n'y a pas de problème. On pourrait s'en passer, on ne le fait pas, mais on pourrait tout à fait s'en passer. Mais dès lors qu'on atteint un certain nombre, la représentation est un lieu où on va délibérer devant le peuple, devant tout le monde, publiquement, des affaires communes. La deuxième aspect qu'on a tendance à oublier, qui est revenu dans les dernières années, puis qui a redisparu, c'est la participation. Complètement. Que se passe-t-il entre deux élections ? Voilà. Dans une élection, on cède son droit Oui. à faire la loi, c'est les représentants qui exercent ce droit. Entendu. Et entre deux élections, que se passe-t-il ? Voilà. Et le mot de participation qui est revenu dans l'actualité dit ça, il y a un besoin de poursuivre, de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. C'est pas une cession de droit ne suffit pas. Il faut, sur des affaires plus ou moins importantes, bon, on a vu les conventions citoyennes, il y a différentes choses à inventer, à réinventer. On voit aussi les associations. Et on voit qui aussi sont des réunions de citoyens actifs sur un secteur donné, dans la société civile. Donc la question de la démocratie participative n'est pas du tout une question négligeable, c'est un moment important de la vitalité démocratique. Tout à fait. De la vitalité démocratique. Tout à fait. Oui. Et puis un troisième aspect, ce que les gens du 18e appelaient la réclamation, on dirait aujourd'hui plutôt la revendication, ça peut aller jusqu'à l'insurrection, sans quoi il n'y a pas de démocratie. C'est-à-dire qu'on a bien vu au XXe siècle un certain nombre de régimes se disant démocratiques, mais dans lesquels il était interdit de manifester contre les décisions de l'État. Et bien, tout le monde était d'accord pour dire que si on n'a pas un droit de manifester, on n'est pas dans une démocratie, y compris un droit de manifester contre ce que la majorité a décidé. Bien sûr. Si on considère comme étant de la foule tous ceux qui décident, tous ceux qui manifestent contre la majorité, et que le peuple c'est seulement la majorité, ce que le président Macron a dit un jour du 31 décembre 2018, confondant le peuple avec le corps politique des citoyens, ce n'est pas que ça. Je crois qu'on commet une erreur. Et ce que les modernes ont inventé après le 14 juillet, alors petit à petit, ça s'est fait de façon assez compliquée. Le 19e siècle, c'est le siècle des révolutions, c'est-à-dire que dans la rue, ce sont les barricades. Dans la rue, ce sont les barricades, et puis s'invente, au moment de l'affaire Boulanger, s'invente cette idée qu'on peut être dans la rue autrement qu'en faisant des barricades. C'est ça. On peut être dans la rue avec des pancartes, en exprimant ce qu'on veut, c'est-à-dire ça invente la manifestation. Oui. Les premières manifestations sont des manifestations de droite. C'est les premières manifestations, parce que Daniel Tartakovsky, qui est une spécialiste de l'histoire de la rue, de l'histoire des manifestations, qui a dirigé un très beau livre sur l'histoire de la rue, de l'Antiquité à nos jours, un petit chef-d'œuvre, montre que les premières manifestations sont de droite. Ce sont les boulangistes qui manifestent. Donc la manifestation n'est pas un truc inventé par la gauche. Mais c'est ce droit d'être dans la rue, de dire ce qu'on pense, et de penser que le souverain, de penser que l'autorité politique gouvernante, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, doit en tenir compte. Oui. C'est ça l'invention des modernes. La politique, ça se fait aussi dans la rue. Alors je sais bien, il y a beaucoup de dirigeants qui disent c'est pas la rue qui gouverne. Ce n'est la pas chienlit. C'est la chienlit. Ça nous rajeunit. Ce n'est pas la rue qui gouverne, sans doute. Mais on ne peut pas gouverner contre la rue. Dans une démocratie, on ne peut pas gouverner contre la rue, parce que la rue est un lieu, ce que j'appelle une scène, sur laquelle
de la délibération politique a lieu d'une certaine façon. Exactement. A lieu, Oui, c'est bon. Alors, il y a des révoltes. Bien sûr. Dans l'Ancien Régime, il y a des révoltes dans l'Antiquité, Oui. mais on n'en est pas à dire ça. C'est-à-dire que c'est un peu la différence qu'il pourrait y avoir entre révolte et révolution. Oui. La rue est une force de proposition. Voilà. Pour autant, c'est pour ça que je dis la rue et les comités, pour autant que la rue c'est ce qui est patent, ce qui est visible, mais il y a une sorte d'organisation autonome derrière. Ça commence dès la Grande Peur en juillet 89, ce qui va devenir les sections qui vont jouer un rôle important tout au long de la Révolution jusqu'en 93. Oui. C'est-à-dire il faut une organisation. Il faut une organisation derrière. Parce que sinon, ça n'aboutit à rien. Sinon, c'est une révolte de colère. C'est ça. C'est une révolte de colère. Qui montre une souffrance, qui montre... Tout à fait. Bon. Qui peut aller dans différentes directions. Bien sûr. Mais il faut absolument Il faut absolument ce moment où voilà. la multitude s'organise et se dit, bon voilà, on arrête, on réfléchit. Oui. Et on réfléchit à ce qu'on veut. On réfléchit à une demande. C'est ça. Et cette conjonction, alors les comités, ça peut être les sections de 89, les clubs, les comités de grève, différentes choses à voir. C'est un terme générique que j'utilise pour dire, là on discute. Voilà. Et on demande des droits. Un peuple, contrairement à une foule, demande des droits et essaye de les obtenir, se bat pour les obtenir. C'est ça. Donc on part de 3 manières d'être du peuple. On arrive à une définition de la démocratie qui est tout à fait ouverte. Absolument. Plus ouverte que si on la limite évidemment à la représentativité, à la représentation. Et j'ai l'impression que votre livre nous aide à comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement. Merci. Parce qu'on a beaucoup de pays, effectivement, dont on se demande où sont-ils, que font-ils. Alors, c'est ce que j'essaye de proposer avec ces 3 scènes, ces 3 expériences, c'est de voir comment une peut être occultée et ça éclaire un petit peu, l'occultation de l'une peut éclairer certaines évolutions, effectivement. C'est vrai qu'en Europe occidentale, on a tendance à penser on a tendance à privilégier, voire à considérer comme seule scène importante, seule scène valable, celle du Parlement. Oui, oui. Et à oublier, alors suivant les pays, à oublier plus ou moins celle de la protestation, voire à favoriser celle de la nation. Alors si on a un Parlement plus une nation, on a une sorte de nationalisme un peu conquérant et protecteur. Exactement. Si se conjugue dans la mise entre parenthèses de la représentation du Parlement, si se conjugue la scène de l'insurrection et celle du pays, on a quelque chose qui ressemble à du fascisme. Exactement, c'est ça. Le fascisme se caractérise par si les institutions ne peuvent pas être dominées par le parti, alors voilà. on les chinte et on s'appuie sur l'idée de nation, l'idée de la nation pure et l'insurrection dans la rue convoquant la nation pure. Et donc, mon hypothèse, c'est de dire qu'une démocratie, ça tient dans un équilibre instable avec les trois pôles. C'est-à-dire que si on veut penser en termes d'émancipation et d'activité du peuple, il faut tenir les 3 pôles dans un équilibre qui est un équilibre toujours précaire. Oui, c'est-à-dire précaire, est-ce que vous diriez que c'est fragile ? Oui, c'est un équilibre toujours fragile, bien sûr, et qui suppose un réengagement. C'est pour ça que c'est compliqué la démocratie. Mais oui, bien sûr. Ça suppose un réengagement des citoyens. Des citoyens. Absolument, un réengagement sans arrêt des citoyens à remettre les choses sur le métier. C'est ça. Alors, du coup, il y a quelquefois une fatigue démocratique. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'il peut y avoir une fatigue démocratique qui peut être désastreuse. Oui. Ça paraît un travail de Sisyphe. C'est un travail de Sisyphe. Oui, la pratique démocratique est un travail de Sisyphe. Mais je crois que dire demain c'est le pays de cocagne, c'est de là que vient le désastre. Enfin, je pense que créer des illusions pareilles,
nécessairement aller dans le mur. Oui, 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 oui. Alors on va terminer sur quoi? Sur l'énergie des citoyens? Sur l'énergie des citoyens, d'où elle vient cette énergie des citoyens? Elle vient d'une épreuve, souvent, éprouver une injustice, éprouver un tort, et de la volonté d'avoir, non pas réparation, mais la volonté d'avoir un droit qui garantisse Voilà. la justice, une volonté de justice. L'énergie des citoyens me semble puiser la volonté de justice et d'avoir un droit qui soit un droit qui nous ouvre, un droit qui soit un droit universel, le droit de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Et ce qui est mortifère, morbide, voire mortifère, c'est de dire non, on veut un droit qui empêche les autres de faire la même chose. Je ferai la différence entre le ressentiment qui va du côté mortifère. Bien sûr. Moi, je suis frappé de voir des gens qui disent c'est scandaleux que, je ne sais pas, prenons un exemple relativement neutre, mais c'est scandaleux que des homosexuels aient le droit de se marier. Pourquoi c'est scandaleux? Pourquoi? C'est un droit qui empêche. Donc on veut un droit qui empêche. Ah, c'est ça. Par contre, le droit qui autorise, le droit qui autorise, il ne dit pas ni tout le monde doit être homosexuel, ni tous les homosexuels doivent se marier, ni si vous voulez vous marier, vous le pouvez. Voilà. C'est ça un droit positif. C'est ce genre de un droit d'émancipation, je le définirais de façon un peu schématiquement comme ça. Et je suis frappé de voir aujourd'hui que, quand on voit, on parle 3 jours après l'élection de Trump, quand on voit le discours de Trump et des Trumpistes, c'est on veut empêcher l'avortement, on veut empêcher. C'est ça. Un droit qui empêche. Oui. Un droit qui empêche, ça nous conduit vers quelque chose qui ressemble à du fascisme. C'est ça. Je ne rentrerai pas dans le débat, savoir. Oui, bien sûr. Mais un peuple d'émancipation veut un droit qui autorise. C'est ça. On va se terminer là, sur le droit positif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gérard Bras. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, je ne peux que vous conseiller d'aller voir l'exposition au MUMA de la collection Scène du 16 novembre au 16 février. C'est le 20e anniversaire de la première donation Scène en 2004. Souvenez-vous, c'est une collection immense de peintres impressionnistes qui fait du MUMA l'un des plus grands musées impressionnistes de France. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt.